Le dossier spécial CFO Under 40, épisode 2, la rédaction de Décideur Corporate Finance, cette année encore, a publié la liste des CFO de moins de 40 ans qui font l'actualité en France. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce deuxième épisode donc et de recevoir certains d'entre elles et eux. Tout d'abord à ma droite, Laura Cuena-Renucci. Bonjour Laura. Bonjour. Tu es CFO de Emmaüs Défi, donc c'est une partie d'Emmaüs dont on parlera dans un instant. Merci d'être avec nous. Merci à vous. À ma droite, toujours Aurélien Musset. Bonjour Aurélien. Bonjour. Tu es DAF donc de Devesio. Là, on est dans une autre activité, des centres de médecine nucléaire. C'est un segment bien particulier de la médecine qui a une tendance structurelle à la croissance. Donc, on viendra on viendra ensemble sur les enjeux qui t'occupent aujourd'hui. Merci Aurélien. Merci. Et à ma gauche, Stanislas Ebrard. Bonjour Stanislas. Enchanté. Bonjour. Tu es donc, on va dire, Financial Sales Director pour la partie ETI pour Workday, c'est ça? Oui. Je ne me trompe pas? Non, c'est exactement ça. Tu as la spécificité au-delà de travailler pour pour une structure qu'on connaît tous, Workday, que ce soit pour les CFO ou même cette approche intégrée CFO et DRH que vous avez, on connaît l'outil, on en reparlera, mais tu as la spécificité avant d'avoir une carrière de CFO toi-même. Exactement. Ouais. J'ai travaillé 15 ans en finance avant de les rejoindre. L'idée, c'est vraiment d'apporter mes compétences métiers pour pouvoir être sûr d'adresser au mieux les challenges et les difficultés qui sont rencontrées par les différentes personnes qu'on rencontre. Comme ça, parce que convaincre, c'est une chose, mais d'ailleurs, même dans l'exec et dans le suivi des clients, une fois qu'on est dans l'implémentation, dans l'usage, que c'est le customer success qui prend le relais, ça fait jamais vraiment de mal d'avoir quelqu'un qui est passé par là avant. Exactement. C'est pas tous les jours qu'on voit un CFO passer en front, a fortiori dans une boîte SaaS tech où on est vraiment dans une logique de développement. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? T'avais déjà, toi, une proximité, une appétence pour l'outil en tant que tel? T'as toujours rêvé de faire un autre métier? T'avais déjà en tête plusieurs carrières au moment où t'as dû choisir celle de CFO, mais pourquoi? Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets et plusieurs raisons. Effectivement, comme ça a été justement précisé, moi j'ai participé à un projet de déploiement de Workday Finance chez Webhelp il y a quelques années. Donc j'ai compris ce que c'était que la solution. J'ai utilisé la solution et j'ai compris vraiment la pertinence qu'elle pouvait avoir dans une organisation. Donc ça, c'est le premier point. Je partais pas en terres inconnues, je dirais. Le deuxième point, c'est que plus personnellement, moi, ça me permet de développer de nouvelles compétences. Alors, j'ai passé 15 ans en finance, donc je comprends bien le métier, les enjeux, les challenges d'une direction financière. Aujourd'hui, je continue à utiliser ces compétences, mais j'en développe de nouvelles. Tant en termes de tout ce qui a trait au développement commercial, le go-to-market, et bien sûr de comprendre comment on s'oriente sur ce marché. Et puis après, je pense qu'effectivement, j'ai toujours eu une appétence pour les systèmes d'info de manière plus générale. Et je dirais que dans ma dernière expérience, où j'ai participé à beaucoup de restructuring suite à des opérations de M&A, j'ai vraiment compris l'importance que pouvait avoir le choix d'un bon outil pour une entreprise et à quel point ça avait un impact sur tous les collaborateurs de la société. Donc je pense qu'en prenant en compte tous ces facteurs, j'ai trouvé que je pouvais avoir un rôle très important à jouer dans le développement de l'offre finance de chez Workday. Et d'ailleurs, ça a été précisé plusieurs fois et confirmé plusieurs fois par des échanges que j'ai eus avec d'autres directeurs financiers qui soulignaient l'importance de pouvoir échanger avec des personnes métiers chez les éditeurs pour être bien sûr que ces personnes comprennent leurs enjeux, leurs challenges et adressent au mieux leurs problématiques. C'est intéressant parce quand on imagine Workday, on se dit outil day-to-day, et en même temps, tu as parlé quasiment que de situations, de moments précis, critiques un peu pour l'entreprise. Webhelp, c'est quand même un des plus beaux LBO de la place qui, derrière, en plus, a été revendu à un industriel il y a peu de temps. Donc, c'est quand même une période de tension. En tout cas, on sait pourquoi on est là et on a quand même des investisseurs de place, d'envergure qui sont derrière. Tu parles de restructuring post-M&A de PMI. Donc, c'est là aussi, c'est des moments critiques. Donc, tu mobilises un outil qu'on imagine comme un outil vraiment de day-to-day, de base, de socle de la fonction finance et RH, tu le mobilises sur des moments critiques. Oui, parce qu'aujourd'hui, faire le choix d'une solution comme Workday, c'est un projet d'entreprise. Ça va beaucoup plus loin que se dire que c'est juste une solution qui va permettre de produire le transactionnel, la comptabilité, la finance de manière générale. Donc, c'est un vrai projet d'entreprise, c'est un vrai projet de restructuring. C'est de se dire qu'on se projette à long terme sur la manière dont on veut s'organiser, dont on veut produire, dont on veut piloter son activité.
Donc c'est vraiment très très structurant vis-à-vis de la société. Bon, en tout cas, donc tu as fait le move de CFO enfin de fonction finance vers la partie tech il y a combien de temps? Il y a 1 an maintenant. Il y a un an. Je pense que j'ai bien fait de le faire dans ce sens-là parce que je pense pas que ça soit réalisable dans l'autre Dans sens. l'autre sens, non, peut-être pas. Mais en tout cas, donc au bout d'un an, ravi. Et, ben, on reviendra un petit peu justement sur ta vision des grands enjeux CFO pour la fin de l'année. Laura, Aurélien, je me retourne vers vous. On vient de parler avec Stanislas à l'instant, donc de toute cette partie tech outils. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est comment est-ce que vous faites pour avoir une formation? Donc, vous êtes des gens de hard skill. Vous savez faire un métier qui en plus est protéiforme. Vous avez quand même le financement, le cash, enfin vous avez de nombreux sujets à traiter. Et en même temps, aujourd'hui, on vous demande de vous transformer. Il y a 20 ans, il y a 15 ans, c'était la démat. Aujourd'hui, on parle d'autres choses, d'IA générative, de cloud. Et de quoi parlera-t-on demain? Je n'en sais rien. Comment vous arrivez à vous y retrouver là-dedans, alors qu'encore une fois, je suis pas sûr que sur les bancs de l'école, on vous ait parlé de tech toute la journée. Laura, peut-être dans un premier temps. C'est sûr. Je pense qu'il faut vraiment être en veille, à l'écoute et assister à des conférences, voir ce qui peut se faire en effet au niveau tech et IA. Pour nous, chez Emmaüs Défi, donc on est une association, on est un collectif engagé qui vise à réinsérer des gens qui ont connu la grande précarité, la grande exclusion. On a aujourd'hui 200 salariés en insertion, 80 permanents. Dans mon métier, voilà, je dois être assez proche du terrain et comprendre les problématiques que rencontrent les salariés. Mais les fonctions support, elles doivent être vraiment le plus fluide possible, automatisées, parce que c'est pas là où on va mettre le nerf de la guerre en termes de ressources. Donc oui, j'ai essayé de dématérialiser tout ce qui pouvait l'être pour qu'on soit le plus automatisé possible. Et puis après, regarder ce qu'on peut faire mieux et plus pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres. L'IA chez Emmaüs, c'est une question. C'est comment tu attrapes le sujet? Est-ce que c'est pas encore à l'ordre du jour? Parce qu'effectivement, tu as peut-être déjà d'autres sujets à finaliser avant. On débute l'IA. Je vais pas te mentir, on n'est pas le plus développé là-dessus. Mais en tout cas, oui, je me saisis du sujet. Sur les outils qu'on utilise, on regarde comment on peut faire de l'automatisation, comment on peut avoir des schémas qui soient assez reproductibles et que ça se passe vite et bien. Mais bon, on est au balbutiement. Ok. Donc, en tout cas, chez Emmaüs Défi, pour toi, Laura, c'est une fonction support seamless, fluide, qui te permet, sans avoir une armée pléthorique de collaborateurs, de fournir un service de qualité rapide et qualitatif sur les opérations. C'est ça. Si je comprends bien. C'est ma vision, ouais. Une belle vision, merci. Aurélien, de ton côté, dans la médecine? Oui, alors d'abord, je trouve la question très intéressante. En particulier, moi, j'ai rejoint plutôt les fonctions finance il y a quelques années. Avant, je venais plutôt de l'univers du MNN. Donc, la question qui est de se dire comment est-ce qu'on aborde ce sujet des outils qui évoluent et de structurer des fonctions finance avec ces nouvelles technologies, je me la suis posée. Et c'est vrai que les initiatives comme celle que vous proposez là, où il peut y en avoir d'autres, de rencontrer d'autres DAF, d'autres personnes qui travaillent dans les directions financières pour échanger sur les bonnes pratiques ou sur ce qu'ils voient, c'est toujours très enrichissant pour se tenir au courant et avoir la veille qui est évoquée. Et avec la conviction que l'IA va nécessairement améliorer et rendre plus performantes les fonctions finance, aujourd'hui, ça reste encore assez basique. Je pense que nous, je ne sais pas si on peut appeler ça une solution d'IA, mais les simples OCR qui permettent d'identifier rapidement, numériser, comme tu l'as évoqué, les factures, ça c'est des choses qui sont plus faciles à mettre en place, mais qu'à l'avenir, ça aura une influence plus sur l'organisation même, le traitement automatique. Donc il faut se tenir au courant de ce qui va arriver. Merci beaucoup. Vous avez dans vos équipes des leads un peu qui sont un peu en charge de ce sujet. Alors, on a dit que chez Emmaüs, tu n'avais peut-être pas forcément 72 personnes à la fonction finance, mais comment vous essayez de... C'est que chez vous? C'est un sujet de président un peu de la fonction finance, ce sujet de strat tech, ou c'est un sujet que vous essayez justement de déléguer à de jeunes gens qui seraient dans vos équipes qui pourraient avoir une appétence pour le sujet? Pour ma part, il y a deux choses. On se saisit vraiment du sujet en comité de direction.
on essaye d'avoir la vision stratégique de ça et de s'en saisir à plusieurs. L'équipe DevCom aussi va travailler avec nous sur ces sujets-là. Et nous, on a la chance d'avoir un réseau important de partenaires privés qui peuvent nous aider via du mécénat de compétences. Oui. Et on a eu des grosses boîtes qui peuvent amener des sujets comme ça. Et Si on devait en remercier une aujourd'hui, on n'en remercie pas oui. qu'une en parallèle, en Bien sûr, particulier. je remercie Galeries Lafayette, BHV, Microdon, Captain Cause, Franprix, FM Logistique et tant d'autres qui, en effet, nous apportent beaucoup de compétences, pas seulement du financier, et qui sont des partenaires historiques et sans qui on ne serait pas là. Parfait. Et de ton côté, toi, Aurélien, donc tu donnes ce sujet tech à quelqu'un chez toi ou c'est Pas spécifiquement, j'ai la chance d'avoir au sein de l'équipe des personnes qui régulièrement, de toute façon, proposent des nouveaux outils pour pouvoir mieux suivre les flux de trésorerie ou même sur le volet informatique, il y a des choses qui naissent sur le suivi de cybersécurité, sur l'éducation aux utilisateurs. Et donc, c'est plutôt une collaboration que quelqu'un qui est désigné D'accord, ok. pour suivre le Bah, sujet en particulier. c'est en général aussi avec la taille de la boîte. Je veux dire, vous n'êtes pas dans des CAC 40 et encore une fois, à chaque marché, ses spécificités, donc c'est aussi peut-être un petit peu normal. Toi, de ton côté, du coup, Stanislas, tu travailles avec les ETI. C'est Ouais. vraiment l'endroit dans lequel tu bosses. C'est peut-être un petit peu ce que je voulais te demander. On vient de voir de leur côté, c'est du bon sens, des opérations et derrière de la sélection d'outils en fonction vraiment de leurs différentes activités. Comment, comment est-ce que tu définirais le profil type, s'il y en a un, de, de, de process organisationnel dans une direction financière pour la partie tech, prendre les décisions, suivre les projets? C'est toujours un truc de CFO ou c'est parfois effectivement un lead qui va s'occuper de ça? Et pourquoi je parle de ça depuis tout à l'heure? C'est parce que la question, c'est la compétence. C'est une chose d'avoir des convictions. Quand on comprend son business, c'est mieux. Mais peut-être qu'effectivement, vu la complexité grandissante des sujets, il va falloir peut-être voir un finance ops ou je sais pas comment un tech ops dans l'équipe finance dédié qui aura la charge de gérer cette stratégie et sa cohérence. Je pense, comme tu le disais, ça va dépendre du niveau de maturité de l'entreprise, et de sa structuration, des personnes qui sont disponibles, des différents départements. Ce qu'il faut garder en tête, de mon point de vue, c'est que de toute façon, au département financier, euh, les compétences clés, ça va être de s'assurer que toutes les personnes ont une bonne compréhension des flux. Aujourd'hui, on ne s'arrête pas juste à de la production comptable, de la production financière, du tableau de bord. C'est vraiment comprendre l'organisation, tous les flux, toutes les informations, où est-ce qu'elles viennent, comment elles sont construites, comment elles sont créées. Euh, donc ça, c'est vraiment une compétence clé des nouvelles directions financières. Ensuite, comme tu disais, il faut aussi avoir des convictions. Ça dépend comment on se positionne à court, moyen, long terme. Comment évolue l'entreprise, quelle est la croissance qui est prévue sur les prochaines années. Euh, Tous ces critères-là vont faire qu'on s'oriente vers telle ou telle solution, vers telle ou telle organisation, vers tel ou tel schéma directeur. Et derrière, il va falloir prendre des décisions qui vont être très structurantes. Donc, on ne peut pas dire que c'est le rôle juste uniquement de la direction financière. Je pense que, comme vous l'avez souligné, hein, il faut être à l'écoute, nous de notre côté. Il faut aussi laisser les directions, les DSI, donner leur point de vue, puisque il y a quand même une notion de cybersécurité, on en a parlé, mais qui est très très importante. Mais il y a aussi un modèle de données qu'il va falloir prendre en compte. Et tout ça, c'est des problématiques qui sont adressées par différentes personnes, mais qu'il faut réussir à mettre sur la table et échanger autour de ces problématiques tous ensemble. Merci beaucoup. Sur la fin de l'année, sur la fin de l'année 2024, dans un premier temps, et puis peut-être 2025, quelles sont les deux, trois choses qui vous occupent particulièrement en ce moment? Pour ma part, il y a différents sujets. Il y a toujours la levée de fonds, enfin trouver des financements, puisqu'on a eu des grandes phases de travaux et en tant qu'association, il faut réussir à financer ça. On va aussi créer un secteur taxable, en fait, dans une logique de sectoriser nos activités, puisqu'on est non lucratif et qu'on se freine souvent pour faire plus de B2B et des activités dites taxables. On va créer un secteur taxable à partir de l'année prochaine.
Et donc, ça veut dire quoi, par exemple, comme service? Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans ce secteur? En fait, pour les entreprises privées, il y a beaucoup la notion d'image et de RSE. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui nous demandent de faire, des ateliers de sensibilisation à la seconde main, des team building, de louer, une salle de réunion chez nous parce qu'on a un site, très grand dans Paris intra-muros. Ça va être, Vous voilà, êtes où? on est dans le 19e, entre Stalingrad et Riquet, donc pas très loin de chez vous. Très bien. Donc voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui, nous demandent de faire, une séance de tri, une collecte, participer à nos activités en fait et la rémunérer et jusque-là, on se freinait puisqu'on est non assujettis à TVA, donc on restait dans cette fourchette et donc ça, c'est un vrai levier et une vraie activité qui permettra aussi aux entreprises de pouvoir faire des actions avec nous, quoi. Et ça, c'est Emmaüs Défi qui le porte. Ouais, Ok, donc, ouais, donc c'est une diversification. ouais, Ça, c'est importante. une grosse page. Ouais, ouais, une grosse page. Ok. Et donc, ça, c'est 25. Ouais, 2025 parce que, c'est plus facile de commencer au 1er janvier qu'en Oui, ma pleine fin foi. d'année, mais en tout cas pour le budget, ouais, on l'intègre, à partir de maintenant, Bon, bah, tu reviendras nous en parler. ouais. Ouais, avec plaisir. Oui, effectivement, ça t'occupe bien. Et côté plus day-to-day, sur d'autres sujets, très fonction finance, au-delà de cette diversification, de cette structuration? Disons qu'en fin d'année, c'est, le closing qui va nous occuper. On a une vraie logique de fonds dédiés. Donc en fait, tous les financeurs, qui nous apportent un financement, il est vraiment fléché et donc on regarde comment on peut, soutenir notre compte de résultat et finir, même si notre but n'est pas d'être lucratif, finir à l'équilibre, ce qui est le cas depuis 5 ans. Donc là, on est plus sur de l'activité régulière et puis, Vous étiez en avance sur les startups, sur le segment équilibre. Voilà, ça fait 2 ans qu'elles le mettent vraiment en avant. Ok, donc grosse période en tout cas évidemment de budget et de préparation de ouais. 2025 également. Chez toi Aurélien? Chez moi, oui, il y a au moins trois gros axes sur la fin d'année. Il y a le fait qu'on a ouvert un service récemment à Quincy sous Sénart en janvier. Donc, il y a un service très neuf et sur lequel forcément on se penche en particulier pour accompagner le ramp-up de l'activité, pour accompagner le médecin exerçant sur les différents besoins qu'il peut avoir et donc faire des points très réguliers avec lui pour clôturer cette première année d'exercice et qui se passe franchement très très bien. On a aussi sur la fin de l'année un rendez-vous européen de la médecine nucléaire. Donc c'est vraiment le temps pour nous de se pencher sur peut-être les orientations technologiques des futures années et vers quoi orienter l'activité. Par exemple, est-ce qu'il faut commencer à anticiper des applications thérapeutiques plutôt que uniquement diagnostiques sur certains services. Et puis troisièmement, évidemment, le budget de l'année 2025 qui occupe toutes les directions financières, je pense, en fin d'année. Et notamment pour nous, comme on est sur un projet de croissance avec, qui est destiné à accueillir de nouveaux services, comment est-ce qu'on dimensionne une équipe support sur un périmètre qui est à géométrie variable pour 2025. Donc, Vous êtes déjà baqué par des fonds? on a un fonds au capital, MBO+, depuis 2021, qui nous aide justement sur la structuration du groupe et sa croissance. Très clair. Comment on prépare est-ce que vous préparez un budget de la même façon qu'au début de votre carrière, vous le voyez se préparer quand vous avez commencé en 2024? C'est CFO Under 40, hein, donc c'était pas le siècle dernier, mais il y a 10 ans, on faisait le budget de la même façon qu'aujourd'hui? Moi, je dirais que ça dépend vraiment de la structure dans laquelle on est. Moi, j'étais dans le secteur privé avant, dans un gros conglomérat, donc j'étais sûrement pas aussi granulaire que je le suis maintenant, sur un budget de 10 millions. Mais oui, je pense qu'il y a l'expérience de se dire, je vais pas prendre les mêmes hypothèses d'inflation ou je vais être plus ou moins conservateur selon ce que j'ai pu observer comme trend, comme tendance de marché. Donc, ouais, je pense qu'il y a l'expérience et un peu le secteur aussi et ce sur quoi on veut être le plus précis possible qui va faire qu'on va affiner nos façons de faire. Ouais. On y passe toujours autant de temps sur ce budget? Ouais, c'est un investissement certain. Je pense que l'investissement qui vient peut-être après, mais qui est le plus utile, c'est vraiment d'arriver à transférer l'ownership d'un budget aux opérationnels et aux personnes qui vont derrière le déployer, parce qu'on était un outil pour les aider à quantifier leurs ambitions pour l'année suivante. Mais derrière, il faut vraiment qu'ils se sentent tenus par cette feuille de route. Et c'est ça sur lequel il faut déployer beaucoup d'énergie, parce que sinon, ça reste des budgets qui doivent être suivis. Pour rebondir sur la question qui avait été justement posée, aujourd'hui, on a quand même des nouveaux outils qui nous permettent d'envisager la construction budgétaire de manière complètement différente.
L'outil même de construction budgétaire, qui est souvent un outil collaboratif, et donc qui permet de solliciter un petit peu les opérationnels et de redistribuer un peu les rôles et les responsabilités, mais surtout les On est sur responsabilités. le sujet d'ownership Voilà, et d'empowerment que tu évoques. Exactement. Mais même quand on réfléchit en amont, ne serait-ce que pour toute la partie transactionnelle, aujourd'hui, on a quand même accès à des outils qui nous donnent un niveau de granularité un peu plus fin que ce qu'on pouvait avoir il y a 10-15 ans où on était limité en termes d'axe analytique, de dimension analytique. Aujourd'hui, on a quand même une information qui est beaucoup plus précise, qui nous permet d'avoir une construction budgétaire qui est beaucoup plus fine. Et donc qui nous permet d'analyser les tendances du marché, de la croissance, mais vraiment à un niveau granulaire très fin. Et je pense que du coup, voilà, les outils jouent un rôle très très important dans la manière dont on évolue et dans la manière où maintenant on pense le budget. Et dans la manière dont on aborde ces périodes qui se répètent d'année en année et dans laquelle il faut passer un petit peu de temps. Mais On est sur un métier qui est très cyclique, hein. Là, on est sur la période budgétaire. On va basculer ensuite sur la période de clôture annuelle. On est de toute façon souvent sur des process de clôture mensuelle. L'idée, encore une fois, c'est d'être le mieux outillé possible pour avoir la meilleure qualité d'information financière, la meilleure fluidité dans la construction d'informations financières, pour avoir une analyse et une prise de décision le plus pertinent possible. Et tout ça, c'est des choses qui se recoupent tout au long de l'année dans la phase de construction budgétaire, de réalisation des clôtures, de projection des estimations de cash. Voilà, tout est lié en finance, c'est ça qui est intéressant. c'est le backbone de l'entreprise. Exactement. CSRD, hein, ça va nous occuper un petit peu. Il y a des impacts à différents, évidemment, niveaux dans l'entreprise, puisqu'on touche aux opérations par ailleurs. Donc, il y a du RH, il y a de la finance, mais il y a beaucoup d'autres choses. Comment est-ce que vous prenez le sujet de votre côté? Je suis plutôt le réceptacle de la CSRD pour certaines entreprises, c'est-à-dire que aujourd'hui, avec la RSE, etc., nous, on va plutôt regarder comment on peut servir les entreprises, notamment avec la défiscalisation. Il y a eu les lois AGEC, donc une entreprise ne peut plus jeter, mettre à la benne la surproduction, etc. Et donc, nous, on va bénéficier de ça en tant qu'association pour redonner une vie aux produits, par exemple, et pouvoir accompagner leur entreprise sur l'image et ce qu'elles peuvent faire en aidant une association comme la nôtre. Ok. Donc, en tout cas, de ce côté-là. Et côté operations, en tant qu'association, ça te touche ou pas? Alors, nous, après, on va regarder notre impact, oui, au niveau notamment écologique. On a une flotte de véhicules, donc on essaye de s'équiper de manière verte et durable. C'est à ce niveau-là qu'on va agir. On a aussi tout repensé notre système de vente il y a quelques années, donc plus de plastique, un parcours client qui va être le même qu'une entreprise de grande distribution, etc. Et pour toi, Aurélien? Alors de notre côté, on a des médecins qui ont fait le choix assez tôt de se doter d'un pôle RSE et qui sont de plus épaulés par notre investisseur qui est aussi Très en vue sur le sujet. très en vue sur le sujet. Donc sur la partie RSE, on a un volet à la fois social et qualité de vie au travail qui est très, très prégnant dans tous les jours pour l'activité des RH et pour s'assurer que le personnel se sente bien au travail dans nos services. Et d'autre part, sur la partie RSE, on a aussi mis en place depuis l'année dernière un bilan carbone annuel qui nous permet de maîtriser la trajectoire et bientôt de pouvoir orienter des objectifs qui soient atteignables. Donc c'est surtout ces axes-là. C'est un sujet qui est régulièrement abordé avec toutes les personnes avec qui on échange. C'est un enjeu à venir. Après, de mon point de vue, j'ai l'impression que la réglementation, elle n'est pas très sèche à ce niveau-là. On sent qu'il va y avoir beaucoup d'évolutions dans les années à venir. Ce qu'on comprend, c'est qu'il faut initier une démarche. Il faut montrer qu'on rentre dans cette démarche de produire des reportings, des KPI qui vont permettre de suivre un petit peu tout ça. De mon point de vue, ce qui est très très important, c'est d'avoir des systèmes qui vont être suffisamment agiles pour pouvoir s'adapter à l'évolution de cette réglementation. Et c'est là où
c'est là où, encore une fois, on revient vers l'outil, la qualité de données et tout l'analytique qui peut être enrichi sur toutes les transactions qui sont réalisées. Mais il faut avoir le scope le plus étendu pour pouvoir anticiper les futures réglementations et répondre aux enjeux qui nous sont demandés par la suite. Quelle est la underrated feature de Workday que tu as découvert vraiment au contact de l'équipe depuis un an? J'aime insister sur 2 points qui sont pour moi vraiment des points fondamentaux chez Workday. C'est l'aspect collaboratif et pas uniquement juste sur la RH, hein, c'est vraiment sur la finance, se dire que tout le monde peut être impliqué dans les processus de construction financière, de réalisation des différentes transactions. Donc voilà, c'est un outil qui est accessible aussi bien pour le pilotage financier, mais aussi pour le pilotage opérationnel. Ça, c'est vraiment très, très important. Et le deuxième point, c'est l'aspect analytique, je dirais. Aujourd'hui, avec une solution comme Workday, on est capable de venir enrichir n'importe quelle transaction de toutes les dimensions qui vont être nécessaires au pilotage de l'activité. On ne se base pas juste sur un axe analytique qui est défini en amont. On est capable vraiment de venir aspirer toutes les données qui composent cette transaction pour pouvoir derrière faire des analyses au niveau de granularité le plus fin. Qu'est-ce que vous souhaitez en tant que membre de cette édition 2024? Qu'est-ce que vous souhaitez aux jeunes qui commencent à bosser dans la fonction finance aujourd'hui? Du courage. Du courage. Beaucoup d'audace, d'avoir la volonté de changer les choses et de s'impliquer. Et puis, je pense que tant qu'on a la volonté, on peut y arriver. Je trouve que le rôle de CFO, c'est vraiment d'être un pivot entre différentes types d'équipes et surtout auprès des dirigeants. Et donc, je leur souhaite que les évolutions des nouveaux outils et des technologies ne renferment pas, mais soient plutôt un boost pour pouvoir échanger avec ces personnes, parce que je trouve que c'est ça qui est enrichissant surtout, c'est de pouvoir échanger avec différents types d'équipes qui n'ont pas forcément le même regard que nous sur les projets ou sur les problématiques qui peuvent se poser. Et c'est ce qu'il faut... je pense que c'est la fibre qu'il faut conserver, même si après on aura tout un tas d'outils d'intelligence artificielle qui nous permettront d'automatiser les choses, qu'on soit toujours dans cet échange et collaboration au sein des groupes. C'est l'importance de vraiment développer de nouvelles compétences. Aujourd'hui, la finance, c'est un métier technique, c'est sûr, mais il faut être capable de vraiment comprendre les outils et les flux qui transitent par ces outils. Donc, je pense qu'il faut réussir à vraiment développer cette double compétence pour être le plus impactant possible au niveau de l'entreprise. Okay, donc, s'informer, pas hésiter à faire des pas de côté sur d'autres expériences. C'est voir son métier différemment et c'est se dire qu'on n'est plus juste responsable de la production financière, mais on doit être on parlait de pivot, mais on doit être force de proposition, aller voir les autres départements, comprendre comment ils fonctionnent, comprendre comment ils travaillent, comprendre les outils qu'ils utilisent pour savoir ce qui est à l'entrée et à la sortie en termes de data. Merci Stanislas. Merci Laura, merci Aurélien pour ce moment passé ensemble. Vous l'aurez compris, c'est le deuxième épisode sous le signe de la curiosité et donc de ce rôle de pivot de la fonction finance au cœur des opérations, au cœur de la stratégie et évidemment du backbone financier de l'entreprise. C'était l'épisode 2 de ce Dealmaker Show dédié au hors-série CFO Under 40 édité par Decider Corporate Finance. On vous retrouve très prochainement pour le 3e et dernier épisode pour cette édition 2024. Vous regardez Be Smart for Change. Bonne journée.